Olivier Massico, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes en direct, je ne vais pas la refaire, mais en direct sur Facebook, ecoloinfo.com, le créditcoopératif.com et Twitter également. Voilà. Super. Alors Olivier Massico, vous êtes, je ne sais pas comment on peut vous présenter d'ailleurs, représentant, délégué, ambassadeur des Amanins. Alors on va dire, pour que tout le monde situe un peu, je m'occupe de tout ce qui est développement et communication d'un lieu qui s'appelle les Amanins, qui se trouve dans la Drôme. D'accord. Alors les Amanins, c'est une chouette initiative, mais qui est peut-être un petit peu méconnue. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques petits mots? Je crois que ça a 5 ans, ça fête ses 6 ans prochainement. Voilà, c'est ça. Alors du coup, c'est super en lien avec ce que vous proposez ce matin, parce que les Amanins, c'est un lieu qui a été cofondé par Pierre Rabhi, qui se trouve dans la Drôme. Donc en fait, il est issu de la rencontre de Pierre Rabhi avec un industriel, qui s'appelle Michel Valentin. Ouais. Et tous les deux, en fait, on se sont rendus compte qu'ils avaient des sensibilités communes autour de la terre, autour de l'agriculture biologique plus particulièrement. Et donc ils ont décidé de fonder un lieu qui soit un lieu de transmission sur l'agroécologie, qui s'appelle donc les Amanins, qui se trouve dans la Drôme, qui est un centre agroécologique où on peut venir soit passer des vacances, donc des vacances écolo, des vacances où vous apprenez des choses, où vous êtes sollicité à vivre au rythme de la ferme, parce que c'est une grosse ferme, et je vais en parler plus particulièrement. Donc des familles avec des enfants. Voilà, c'est très familial, c'est même intergénérationnel. On a des personnes de tout type qui viennent nous rejoindre, et beaucoup de familles, parce qu'on aime beaucoup travailler avec les familles, et le lieu est propice à ça. Et puis on propose aussi des stages, des formations, parce que c'est aussi un lieu qui a cette vocation de transmission aussi dans le détail. Donc si vous voulez, les Amanins, en fait, c'est quoi? C'est 55 hectares qui se trouvent dans la Drôme, donc un bel endroit où on mange du picodon et on boit de la clairette de Die. Et c'est un endroit qui est totalement éco et auto-construit. Voilà, donc je vais venir, en fait, si vous voulez, on parle d'écologie aux Amanins, mais dans toute sa globalité. C'est-à-dire que, effectivement, le lieu, 55 hectares, regroupe une ferme, une école et un centre d'accueil dans lequel il y a une salle de conférence, des bâtiments éco-construits où vous pouvez venir dormir. Et si vous voulez, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle donc d'auto-éco-construction, parce que tout lieu a été auto-éco-construit, donc avec les matériaux qu'on trouvait sur place, la paille, le bois, la terre. On est dans des énergies renouvelables, donc c'est éolienne, solaire thermique, c'est la gestion des déchets, c'est toilettes sèches, phytoépuration, compost, donc en fait on réamende le sol. C'est l'agriculture bio, parce qu'on a une production céréalière de 15 hectares qui nous permet avec un moulin de faire notre pain. On a une production maraîchère, un élevage de brebis et de chèvres qui nous permettent en fait d'être autonomes au niveau alimentaire. Donc voilà, le contexte des Amanins, c'est-à-dire qu'en gros, simplement, on peut avoir une forme d'autonomie et de le retrouver assez simplement. Et juste une dernière chose, il y a un point intéressant, je trouve, aux Amanins, c'est qu'on ne parle pas que de technique. Là, je vous ai parlé de technique. On parle aussi beaucoup de ce qu'on appelle l'écologie relationnelle, c'est-à-dire la coopération, en gros, comment on fait ensemble. Sachant que vous avez Pierre Rabhi qui dit souvent, en gros, on peut manger bio, avoir du photovoltaïque, mais continuer en fait à exploiter son voisin. Et c'est vrai que la problématique de l'écologie actuelle, c'est que c'est bien joli tout ça, mais si on ne change pas notre manière d'être ensemble, on risque de faire les mêmes erreurs. Voilà. Oui, on a eu plusieurs intervenants hier justement qui nous ont parlé de ce décalage entre 2011 et l'image que nous pouvons avoir des écolos, l'image que nous pouvons avoir d'une certaine décroissance, de l'économie durable. Tout à fait. Or, cette université de la Terre est aussi faite pour ça, en tout cas les intervenants en parlent beaucoup. On est là aussi pour rompre avec cette vieille image finalement. Tout à fait. Cette vieille image du hippie dans la Drôme qui cultive bio mais qui est très fermé, très isolé. radical. Finalement, on est de moins en moins et au contraire on est dans une société de partage. Et les Amanins, c'est vraiment une entreprise de partage. Tout à fait. Une activité, c'est une scope d'ailleurs. C'est une scope, ouais. Alors ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il y a une école dans les Amanins qui travaille sur un projet pédagogique qui est dit coopératif. Donc en gros, on expérimente d'enseigner aux enfants à faire ensemble, donc le programme scolaire et le programme scolaire classique, mais c'est la manière d'enseigner qui est différente. Et puis effectivement, c'est une scope. Puis c'est une scope, en fait, si vous voulez, où l'équipe, elle fonctionne sur des modes de faire ensemble différents. Donc on a des réunions autour un peu des thèmes, vous savez, de la sociocratie, autour des thèmes de ne pas se couper la parole, d'être dans une écoute active et tout ça. Et je voulais dire quelque chose, en fait, c'est que effectivement, actuellement, on parle beaucoup de coopération, d'être ensemble, de faire différemment et tout ça. Mais il y a quand même une problématique fondamentale, c'est que coopérer, en fait, c'est pas quelque chose qu'on décrète, c'est quelque chose qui s'apprend. Et ça demande un travail personnel assez fort que de pouvoir coopérer, parce qu'on rentre sur des dimensions d'ego, sur des dimensions... Et donc voilà, donc c'est simplement dire qu'il y a des lieux qui parlent de ça, mais il y a des lieux qui l'ancrent.
voilà, qui sont dans un travail vraiment de recherche là-dessus, parce que ça demande un véritable travail, quoi. Vous voulez dire qu'on ne naît pas coopératif? Un enfant ne coopère. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on voit souvent des enfants se battre pour un jouet, mais on ne naît pas coopératif. Alors moi, on ne naît pas coopérant. Je veux pas. Enfin, c'est des débats. Ça, je pense que certains ont à savoir si c'est inné ou si c'est voilà un apprentissage de la vie. Je pense qu'en fait, on est tous d'une manière où on a plein de choses en nous, et après, c'est ce qu'on développe, c'est ce qu'on décide en fait de nourrir en nous, quoi. Et effectivement, des enfants dans un cadre scolaire, des fois classique, ils vont avoir plutôt tendance d'aller vers un mode compétitif. On le voit assez régulièrement avec les classements, les ceci et les cela. Et c'est vrai qu'en fait, nous, on se rend compte qu'au niveau des primaires, en tout cas, si vous leur remettez en fait cette dimension d'autonomie par rapport à l'apprentissage et d'autonomie de gestion de leurs conflits, voire d'échange, de partage, eh ben, il se passe des choses qui sont différentes. Ils prennent une forme d'autonomie, et après, les retours qu'ils en ont, ils sont très positifs, c'est-à-dire qu'ils se sentent plus à l'aise dans ce monde-là. Voilà. En fait, tout est transmission, tout est éducation, tout est partage. Totalement, ouais. L'éducation, d'ailleurs, finalement, c'est du partage. Je crois que vous allez faire la fête bientôt. Du coup, 6 ans, les Amanins ont bientôt 6 ans. Et alors, le 25 et 26 juin, il y a une grande fête dans la Drôme. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose dessus? Alors, je pense que c'est vachement en lien avec ce qui se passe ici, dans le sens où, voilà, on va organiser une fête qui va s'appeler la Fête des Amanins pour la Terre et l'Humanisme. Oui. Je crois que ce qui se passe ici à l'UNESCO, c'est aussi capital que ce genre de fête, parce que, en fait, il y a une grosse demande de la population, en tout cas d'une part de la population, à se regrouper, à pouvoir comprendre un peu mieux ce qui se passe, à pouvoir partager dessus. Je pense qu'en fait, les universités de la Terre sont une dimension urbaine de tout ça qui est très intéressante, donc qui permet à des urbains de découvrir certaines choses, certaines pensées, certaines visions. Et les Amanins, en fait, c'est un autre lieu dans la même identité qui incarne en fait un message. Et le message qu'on incarne, nous, c'est aussi de parler de cette écologie comme une université de la Terre. Et j'ai envie de dire avec une dimension qui est propre peut-être au rural aussi, c'est dans une dimension de fête. Ouais. Donc en fait, cette fête pour la Terre et l'humanisme, ça va être un regroupement de penseurs. Donc vous allez avoir donc Pierre Rabhi, qui va être un peu la base, on parle de Terre humaniste. Vous allez avoir Paul Ariès, vous allez avoir Edgar Morin, sans doute Albert Jacquard qui va venir, vous allez avoir Colline Serrault, vous allez avoir une douzaine comme ça de penseurs qui vont venir transmettre un message positif. Voilà, c'est ce qu'on leur a demandé. Positif sur l'écologie. Ouais. Là, on parle positif, sourire, enthousiasme. Voilà, et puis quelque chose, si vous voulez, qui les fasse vibrer, c'est-à-dire qu'on ne soit pas nécessairement dans un thème particulier, on est dans du général, mais eux, on a toujours quelque chose en nous qui nous fait vivre, voilà, vibrer. Et l'idée, c'est ça, là, c'est qu'eux, ils viennent pas avec un thème précis, mais plutôt une sensibilité qu'ils vont pouvoir transmettre. Et ça, dans un contexte, si vous voulez, où il va y avoir des spectacles, voilà, clowns, comiques, ce genre de choses, toujours autour de l'écologie, de la musique, enfin voilà, qu'on soit dans un processus, si vous voulez, où c'est à la fois on parle d'écologie avec de la légèreté, de la fête, de la rencontre, du partage. Un peu qu'on se fend de la poire, parce que dans l'écologie souvent, et c'est peut-être l'image en fait qui en décolle des fois, c'est que c'est très sérieux, c'est très alarmiste, c'est très dans une forme de décroissance qui peut faire peur, alors que derrière tout ça, il y a des gens comme vous et moi qui ont envie sincèrement de s'éclater, quoi, et d'aller dans autre chose que un sérieux constant qu'on a comme information. Ce qui n'empêche pas, on peut s'éclater et être sérieux, c'est ça qu'on a envie de passer, quoi. Mais l'autre message sans doute aussi, c'est qu'on avance beaucoup plus facilement dans le sourire et dans la pêche que dans la déprime. Et ça, c'est aussi c'est très frappant. Hier, on a reçu ici une bonne quinzaine d'intervenants. Et cette bonne quinzaine d'intervenants, ce qui ressortait à chaque fois, c'est que là, oui, on en a presque terminé avec ce constat. Ça va mal, la Terre va exploser, très bien, ok, très bien, super. Maintenant, il faut avancer. Mais il faut avancer, et le problème, c'est qu'il y a toujours un décalage. On parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure, on parle toujours de ce qui ne va pas, des faits divers, etc. Mais qu'est-ce qui parle de choses positives? Où est la pensée positive, cette fameuse pensée positive dont on nous parle, et il faut penser positivement, mais rien n'est fait autour de nous pour nous accompagner là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut chercher des ressources parfois dures à trouver en gros personnelles fortes, pour avoir la force de continuer à avoir la pêche. Tout à fait. Ouais. D'où ma question, du coup, c'est une petite question rituelle. Donc il y a le premier aujourd'hui. Alors ma petite question. Le rituel, c'est comment fais-tu pour garder cette pêche, cet enthousiasme, et comment fais-tu pour pas baisser les bras? D'accord. Si on revient un peu moi sur mes origines, en fait j'ai un diplôme d'ingénieur, voilà, qui n'a rien à voir. Donc agronome ou ingénieur? Pas du tout, mécanique. Ah oui. Voilà, donc j'étais voué à travailler dans l'industrie automobile, c'est un peu ça. Et en fait je me suis rendu compte à un moment de ma vie que c'est pas ça qui faisait sens pour moi. Ouais. Et donc du coup j'ai eu le courage d'une certaine manière de m'orienter vers des choses qui m'intéressaient. Donc c'était le développement durable, l'écologie, ce genre de choses. Et puis
naturellement, on va dire, à partir du moment où je me suis positionné là où j'avais envie d'être, en fait, il y a plein d'opportunités d'ouverture qui se sont créées. Et du coup, ça m'a amené à cheminer doucement vers des rencontres, des partages, ce genre de choses. Et au final, d'alimenter quelque chose en moi qui était sincèrement mon envie de vivre. Une envie de vivre quelque chose qui me plaisait, qui faisait sens pour moi et qui était dans mon calage. Et ça, ce faisant, voilà, la vie m'a mis sur le chemin de certaines personnes, de certains projets comme les Amanins, de rencontres avec Pierre Rabhi et d'autres personnes qui ont fait qu'en fait, tous les jours, si vous voulez, moi j'ai la sensation de faire ce pourquoi je suis là, en quelque sorte. Et autre chose de très fondamental que j'interviens aussi dans des entreprises, voilà, en animation, en facilitation. Et souvent ce que je dis c'est, voilà, en fait il faut s'amuser à faire ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on n'a pas un peu d'amusement ou en fait de gaieté et de joie dans ce qu'on est et ce qu'on fait, et ben je pense qu'à un moment donné en fait on s'épuise et on perd de l'énergie. En perdant de l'énergie, on commence à avoir des pensées négatives. Alors que quand on est dans le plaisir, il y a quelque chose qui se passe, il y a une alchimie qui se passe. Donc ça rejoint parfaitement ma deuxième question rituelle, toujours la même. Quel serait le verbe que tu emmènerais sur une île déserte si tu devais bâtir une nouvelle société? Le verbe, l'action, ouais. Et là, avec ce que tu viens de dire, finalement, ce serait s'amuser. Si tu veux s'amuser, je trouve que dans le plaisir, il y a quelque chose qui va au-delà de s'amuser. S'amuser, c'est vrai qu'on peut le regarder dans une dimension, surtout dans notre société où il y a beaucoup de légèreté et des fois un manque d'ancrage, ou un manque d'éthique, ou un manque de réflexion. Donc ce serait s'amuser, mais dans une dimension de construire. J'ai envie de dire que c'est créer. Allez, ce serait créer. Voilà, le verbe, ce serait créer. Créer, et c'est le rôle des Amanins, c'est créer également. Voilà, je pense que les Amanins, c'est créer de la rencontre, créer du partage et créer de la... Oui, c'est ça, de la rencontre. C'est carrefour d'échange, c'est lieu de transmission, c'est coopération, voilà. C'est ça, c'est créer... Et les entreprises que tu rencontres à travers les Amanins, à travers la Fondation Pierre Rabhi, les entreprises, comment... Est-ce que tu sens vraiment qu'il y a un changement en gros en train de se faire, ou est-ce que c'est une immense posture? Alors en toute franchise. Ouais, en toute franchise, je pense que sincèrement, dans chacune des entreprises, dans chaque individu, en fait, il y a fondamentalement les mêmes envies d'émancipation, qui sont souvent des envies qui sont très liées à la liberté d'expression, la liberté d'être. Et donc, il m'arrive effectivement d'accueillir des entreprises aux Amanins, mais si elles viennent aux Amanins, elles ont déjà cette sensibilité, parce qu'on ne vient pas aux Amanins sans sensibilité sur l'écologie, puisque le lieu est dédié à ça. Oui. Mais par exemple, moi j'interviens dans d'autres structures qui ne sont pas du tout en lien avec les Amanins, parce que je suis une partie de mon temps qui est aux Amanins et une autre partie ailleurs. Et ce que je remarque, que ce soit dans une équipe comme les Amanins, où c'est des personnes complètement ancrées dans ce qu'ils font, ou dans d'autres entreprises qui sont des fois complètement décalées dans des enjeux écologiques, il y a quelque chose qui est récurrent, c'est que l'être humain, il a une soif de vivre et une soif d'expression et de liberté qui est présente chez chacun. Et qu'en fait, ce qui fait la différence, c'est la possibilité, en fait, ou non, de l'exprimer. Ouais. Et aux Amanins, si vous voulez, je pense que c'est un lieu où on peut l'exprimer pleinement. Le cadre est très sécurisé, très ouvert et tout ça. Et que certaines fois, dans des entreprises, on n'ose pas parce qu'on est dans un cadre hiérarchique et pyramidal qui ne donne pas cette possibilité. Ouais. Voilà. Oui, on est aussi dans une case, dans une fonction. Et... Voilà. Et on nous dit qu'il ne faut pas trop en sortir non plus. Exactement. Ouais. Et puis, des fois, je pense que c'est même pas trop on nous le dit. Je pense qu'en fait, on se met des limites culturelles qui nous font dire qu'on ne peut pas le dire. Alors que des fois, dans certaines entreprises, il y a des personnes qui prennent l'initiative, qui sont meneurs de certaines choses. Et on l'a vu dans l'écologie. Il y a certaines structures qui sont arrivées à l'écologie parce qu'une personne l'a porté en interne, une personne a eu ce courage-là. Et je pense que c'est des fois ça à dire, c'est que proposer aussi dans l'entreprise, c'est possible, quoi. Mais l'entreprise, l'institution, dans n'importe quel groupe social humain, quoi. Voilà. Et ça, on en parlait, c'était avec Arnaud de Saint-Simon de psychologie. On parlait des barrières, des frontières justement, et de tous ces filtres qui font qu'on a peur. Oui, tout à fait. Ouais. Donc justement, cette pression de l'entreprise, du monde de l'entreprise, qui fait que finalement on n'ose pas, et on n'ose pas sortir de sa case, on n'ose pas proposer des choses, on n'ose pas prendre des initiatives. Ce qui va beaucoup, je pense, avec ce dont tu parlais tout à l'heure, avec la notion d'éducation, simplement. Où on est dans une dimension où si on enseigne aux enfants à avoir une certaine sérénité dans ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent, du coup, en fait, ils n'ont pas peur de dire et d'être. Et donc, du coup, en fait, ça fait des adultes beaucoup plus affirmés que ce qu'on peut être actuellement, je pense. Et c'est pas du tout critique, je pense qu'on est né dans un concept, dans un monde qui allait dans ce sens-là, donc on avait besoin de cette construction-là. Mais voilà, je pense que les enfants d'aujourd'hui, si on leur donnait la possibilité de se libérer sur certaines... ça ferait des ancrages pour la suite géniaux. Ouais. Est-ce que tu te considères, ou est-ce que tu considères que les Amanins, c'est une forme de décroissance? Est-ce que tu te considères comme décroissant?
Bonne question. On en parlait, en fait, je dis ça parce qu'hier, François-Henri Pinault a lancé un petit peu une polémique, sans vraiment le vouloir, j'imagine, en disant je ne comprends pas un seul instant comment on peut parler de décroissance à notre époque. C'est ce qu'il a dit. Bon, il n'avait pas de contradicteur en face. Donc il y a eu juste un débat unilatéral de part et d'autre. C'est un point de vue. Voilà, qui a lieu d'être, quoi. Et finalement, ça veut dire quoi, décroissance? Alors moi je pense que de toute façon vous allez avoir Pierre Rabhi après. Alors je sais pas si les Amanins c'est un lieu de décroissance, je pense que c'est... J'aime bien en fait ce que dit Pierre, c'est de parler plutôt de décroissance, qui est un mot qui peut faire peur et on peut mettre beaucoup de choses, de parler de sobriété heureuse. Oui. Voilà, parce qu'il y a à la fois le fait de se dire c'est pas forcément décroître, d'être sobre, c'est juste de regarder quels sont en fait ses besoins vitaux et voir après ce qu'on peut y rajouter pour que ça ait du sens, mais que ça ne rentre pas dans un système de consommation au final qui est assez destructeur, comme on le voit. Et du coup, il rajoute la notion d'heureux. Eh ouais, parce qu'il faut être heureux, quoi. Et ça sert à rien d'être sobre ou décroissant et d'être dans une souffrance, en mon sens. Donc là, il y a un petit truc qui dit, ok, tu peux être sobre, mais en même temps te faire plaisir. Et c'est vrai que quand on revient à des valeurs très saines et très simples, et non simplistes, eh ben, on se rend compte que finalement, on est vachement heureux, qu'il se passe des choses, que voilà, ça libère dans nos têtes beaucoup d'espace, voilà, parce que c'est vrai que quand on a chez soi une multitude de choses, ben, mine de rien, on a une multitude de choses à gérer. Et quand on a beaucoup de choses à gérer, on a plein de choses dans la tête et c'est dur de faire silence ou de s'arrêter, quoi. Ouais, il faut juste arriver parfois à faire pause. Oui. Voilà, juste pause. Ah, nous on parle souvent de moments de silence, quoi, de respiration, apprendre à respirer, apprendre à faire le vide, être dans un silence. Alors c'est pas de la méditation et tout ça, c'est juste de temps en temps s'arrêter, quoi, et constater qu'on a vécu des choses qui sont des fois décalées par rapport à ce qu'on est, ou des belles choses. Tout à l'heure, tu parlais d'un truc, moi, qui me tient vachement à cœur. Ça va? Je peux continuer? Vas-y, tu peux. On attend Françoise Vernet qui arrivera peut-être, ou peut-être Pierre Rabhi qui va arriver directement. Françoise la connaît, donc on passe un truc. Bon, on parle souvent d'un truc que je trouve qui est assez important dans notre société. Tu le disais, c'est qu'on a plutôt tendance à voir les côtés négatifs que les côtés positifs. Ouais. Et c'est très culturel chez nous. C'est pas des choses que tu retrouves. Là, j'arrive du Brésil. C'est pas des choses que tu retrouves au Brésil. C'est-à-dire que là-bas, en fait, ils vont plutôt valoriser la célébration, la fête et ce genre de choses, alors que nous, la première des choses qu'on voit, c'est les points d'amélioration, donc c'est ce qui ne va pas. Et on a beaucoup de difficultés à s'arrêter, à se dire, ok, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui va bien. Et dans notre société actuelle, quand on parle de décroissance, on a souvent la sensation qu'il faut arrêter plein de choses. Alors, c'est pas le cas. Ce qui serait bien, c'est de s'arrêter, de se dire, ok, qu'est-ce qui est bon dans tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qui ne va pas, et qu'est-ce qu'on transcende, ou qu'est-ce qu'on transforme, ou qu'est-ce qu'on innove. Et comment on explique ça, selon toi, justement, cette faculté qu'on a ici, en France, à mettre l'accent, à mettre le coup de projecteur avant tout sur ce qui déconne, sur ce qui va pas? Alors ça, c'est une vraie question. Hein. Alors ok, on a un caractère très bien, mais au-delà de la caricature, comment on peut l'expliquer? Alors je pense que c'est une question à poser à des philosophes, à des sociologues et autres, parce que je pense qu'ils ont vraiment une lecture de l'histoire. Moi, je pense en fait, personnellement, à mon niveau de citoyen, j'ai envie de dire que je pense qu'on est une société qui est rentrée vraiment dans ce monde de la capitalisation. Et dans ce monde de la capitalisation, on a vraiment un regard. C'est un peu le système. Et je pense qu'il est venu culturel en France parce qu'on a toujours voulu faire un peu plus pour notre confort, pour le lien social, pour le ceci et cela. Donc dans ce toujours plus, en fait, ça nous a amené à voir là où ça allait pas. Et quelque part, je pense qu'il y a un processus, mais je ne sais pas d'où il remonte, qui nous a amené justement à se dire, ok, comment on peut améliorer. Et quand on est passé dans le comment on pouvait améliorer, comment on pouvait développer, comment on pouvait croître, à un moment donné, on s'est décalé de l'éthique de croître pour grandir nous en tant qu'individus, en tant que société, pour croître vers des biens plus matériels. Croître pour croître. Et donc quand on croît pour croître, quelque part on rentre dans cette logique du il faut que ça marche, donc il faut regarder ce qui va pas, et donc il faut. Mais voilà, c'est très simpliste pour la peine. Hein, je crois que je suis vraiment pas la bonne personne pour répondre à ça. Moi, je suis plutôt dans l'action. Et dans cette action, en tout cas, je peux témoigner d'une chose, c'est qu'au plus on crée dans le sens de ce qu'on est, au plus en fait nos vies s'allègent, sont positives, on y voit du sens et on est heureux. Voilà. Alors on a une question de Laura. Donc je sais pas d'où elle vient, mais peut-être Laura, peut-être êtes-vous sur Facebook. Bonjour Laura. /Unifter, peut-être êtes-vous sur écoloinfo.com ou peut-être êtes-vous sur le site du Crédit Coopératif. En tout cas, je sais que vous n'êtes pas sur Twitter, en tout cas, parce que c'est une question que nous avons dans notre interface à nous. C'est toujours ce petit clin d'œil aux coulisses. Après tout, on est là aussi pour vous faire vivre le comment on fonctionne. Laura, enfant, imaginez-vous être parmi les personnes interrogées sur l'avenir de la société? Parce que quelque part, là, on est en train de discuter de l'avenir de notre monde. On bâtit une nouvelle société. Ouais. Après tout. Quel enfant étiez-vous justement par rapport à ça? Alors Laura, bonjour Laura.
fait bizarre de pas te voir, Laura. Donc Laura, moi je pense que si je reviens sur mon histoire personnelle, je pense que j'ai beaucoup aimé la maternelle et la primaire parce qu'il y avait beaucoup de jeux. Parce que si on regarde bien, il y a encore des cours de récréation, on n'a qu'un prof. Voilà, il y a un suivi beaucoup plus personnel. Et puis voilà, il y avait une grande cour de récréation. On jouait, j'ai l'impression encore d'être dans le jeu, même par rapport à l'apprentissage. Et puis si moi, je me souviens d'une forme de traumatisme que j'ai pu vivre, c'est au collège. Parce qu'au collège, et on voit bien que c'est la grosse problématique, le collège, il y a une espèce de déstructuration d'un espèce de cocon familial, mais qu'on retrouve avec les profs. Hein, et où voilà, on se retrouve avec différents profs, l'enjeu de compétition est beaucoup plus important. Ce qu'on nous enseigne est beaucoup plus en décalage avec ce qu'on vit biologiquement, c'est-à-dire sur la partie adolescence, où finalement, ce qui nous intéresse dans l'adolescence, c'est l'autre sexe, voilà, l'autre vision. Et au final, nous, on nous parle essentiellement de maths, de ceci et de cela. Donc moi, je sais qu'il y a eu quelque chose là qui s'est passé, qui m'a fait décaler vis-à-vis de l'école. Et je pense qu'à partir de là, j'ai subi l'école, ce qui m'a vraiment amené dans un système de révolte à un moment donné. Donc j'écoutais Rage Against the Machine, j'étais voilà dans cette dimension-là. Et à un moment donné, j'ai cheminé, j'ai fait mes études et ceci et cela, toujours avec cette idée. Quand même études pour être ingénieur, donc ouais, mais pas totalement décorrélé du monde éducatif. Non, tout à fait. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait besoin dans notre société quand même de cette reconnaissance, sinon tu rentrais dans des réseaux très complexes, parce que tu n'avais pas de reconnaissance sociétale ou de société pour rentrer dans le travail. Et donc voilà, je suis allé jusqu'au bout, mais j'ai souffert, hein, je pense, aller jusqu'au bout. Mais par contre, ça a cultivé en moi quelque chose de l'ordre de la rébellion, mais je vais faire quelque chose qui va aller dans le sens de changer ça. C'est-à-dire que je suis pas resté dans quelque chose de passif, juste des dénonciations. Et ça, je peux pas l'expliquer d'où ça vient, je pense que ça vient d'une personnalité. Et voilà, je me suis vraiment dit, bon voilà, moi en tant qu'individu, j'ai quelque chose à jouer. Et je crois que c'est Gandhi qui disait, soyez le changement que vous voulez voir s'opérer dans la société. Et je l'ai su plus tard ça, mais je crois qu'il y avait un peu ça chez moi, voilà. Et maintenant tu t'éclates. Ouais, je pense que voilà, je m'amuse bien dans ce que je fais. Ouais. Les amanins, ça veut dire quoi en fait? C'est la question que j'aurais dû poser quasiment au début. Évidemment, je la pose à la fin. Écoute, là, tu deviens vraiment pénible avec les questions. Je ne sais pas ce que veut dire les amanins. Donc. Non, en fait, c'est une bonne question. Tu poses vraiment des bonnes questions et je te remercie. C'est gentil. Elles sont très pertinentes. En fait, les amanins, ça veut rien dire d'autre que le nom d'un lopin qui a été acheté sur ces 55 hectares. C'est-à-dire que les personnes qui ont resté chat, Pierre et c'est plutôt Michel Valentin. Voilà, il y avait des terres, c'est posé le nom du lieu. Et il y avait ce lopin de terre qui s'appelait les amanins. Après, il y a des recherches pour savoir ce que c'était, ce que ça signifiait. On n'a jamais réussi à trouver. Mais ils l'ont choisi et je trouve que ça a du sens de pas savoir. Et ça a du sens qu'ils aient repris une partie du nom d'un lieu qui existait déjà pour pas réinventer. Parce qu'en fait, il y a une histoire d'un lieu. Et je pense que dans le symbole, c'est intéressant parce que tu peux te dire qu'à chaque fois que tu crées quelque chose ou que tu t'implantes quelque part, c'est important de regarder l'histoire du lieu, l'énergie du lieu, et donc de garder quelque chose et de prendre ce passé pour l'amener vers l'avant, parce qu'en fait c'est un tout, c'est une continuité, et voilà, donc c'était ça. Et c'est un beau symbole également, je pense, porteur d'espoir, d'être dans la Drôme, qui est une région chargée à tous les niveaux, chargée en énergie nucléaire en ce moment, mais en même temps chargé avec un passé. Je crois que c'est le département ou la région qui a été la plus lente à venir ou la moins rapide à venir à la fois au numérique, à la fois à la télé, à la fois à l'électricité. Jusque dans les années 60, il y avait des villages qui n'avaient pas l'électricité, peut-être pas l'eau courante. Et tu sais pourquoi? Mais non. Parce qu'en fait, la Drôme, ça a été chargé de Babacool. De quoi? De Babacool, de 60 hectares qui à l'époque sont allés se poser là-bas. Ouais. Donc il y avait des ruraux ancestraux qui étaient là-bas, il y a ces personnes-là qui sont allées se mettre, et qui étaient des personnes, je pense, qui à un certain moment étaient dans un rejet de la société, mais alors qui ont drôlement évolué, parce que si tu regardes bien aujourd'hui, la Drôme c'est le premier département de France en bio, donc avec je crois 7 ou 10% de terres arables en bio. Ouais, ils ont bien compris l'esprit de produire aussi, produire bio, mais donc c'est des gars qui sont allés s'installer là-bas, mais qui sont pas installés dans une dimension d'autarcie, qui se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose à jouer, et du coup la vallée de la Drôme par exemple pour installer les amanins c'est 18% on va dire de bio. Voici donc Françoise Vernet. Et voilà, donc du coup je pense qu'il y a une historique qui fait que maintenant c'est un département assez innovant dans ce qui se passe en termes d'écologie, et où sincèrement il fait bon vivre. Et voilà. Bon. Voilà, je vous invite à venir aux Amanins, donc c'est le 25 et le 26 juin cet événement. Pour une grande fête, j'ai noté des mots-clés, beau, le beau, la fête, la joie, le sourire, l'enthousiasme. Voilà. Et moi je trouve ça vachement intéressant de démarrer cette deuxième journée comme ça, avec toi et en parlant des Amanins, en parlant de choses vraiment positives. Cool. Parce que bâtir une nouvelle société, ça démarre
Ça démarre comme ça, par la joie, l'enthousiasme. Tout à fait. Bon, voilà. Ouais, Merci mais beaucoup là, Olivier en tout cas. Je dirais juste un Oui, truc. oui, oui. Merci Laura, c'est ça pour sa question. Oui, Laura. Merci Laura. Laura, merci à toi. Sur Facebook, Twitter, tout ça. Voilà. Bon, et d'ailleurs les Amanins, mais je crois qu'ecoloinfo.com et Crédit Coopérative, enfin bref, on les connaît, on mettra le lien parce que vous avez sûrement un site aussi. Alors, il y a un site voilà. qui est lesamanins.com. Voilà. Et Donc, je voilà. pense qu'un jour on aura Facebook, mais je suis un peu trop old school comme on dit. Bon, bah, Vieille école pour ça. on en parlera en coulisses du coup. Donc je passe le micro à Françoise Vernet, ici présente à ma droite. C'est bon? Ah bah, c'est super. Merci à toi. Merci à toi Olivier. Bonne journée à vous.